Salut tout le monde, hop, petit apéro sur la Free Agency. On en a fait un avec Simon il y a quoi, 2 jours là, 2 jours sur Milwaukee parce que bon, les Bucks avaient quand même pas rigolé sur les moves, hein, ça a coupé Lillard, on vous laisse regarder la vidéo et tout, donc sujet bien précis. Là aujourd'hui on va essayer après, on en est, ça s'est ouvert dans la nuit de lundi à mardi, on est aujourd'hui vendredi au moment où on tourne. Donc ça fait 3-4 jours là que ça se bouge sur la Free Agency. On a trouvé avec Simon qu'il y avait moyen de se poser et puis de passer en revue, peut-être pas tous les moves, mais une partie des moves, les équipes qui ont bougé, ont peut-être encore à bouger. Donc on a 2-3 dossiers qu'on a envie de détailler un peu plus en fonction bilan, de après quelques jours de Free Agency. Et puis là on va se focaliser, on va faire une première partie, on va se focaliser sur l'Ouest. Et puis oui, avec Simon, on a trouvé de quoi faire une deuxième vidéo derrière en parlant que de l'Est. Si, on a réussi. On a des notes, vous verrez. Donc là, voilà, on va se focus sur l'Ouest, bilan, Free Agency. On va regarder un peu par quoi tu veux qu'on... parce qu'il y a eu quand même plusieurs moves depuis là dont on a pas pu parler. Et on se disait que par quoi je veux commencer, c'est ça. Et puis on a fait un gros live le soir de l'ouverture, mais en fait derrière il y a eu d'autres moves, puis on n'a pas vraiment pris le temps de tout bien analyser, donc on va le faire petit à petit. Je rappelle à tout le monde que si besoin, vous avez sur le site de Trash Talk ici, hop, un article qui récapitule avec un tableau complet de toutes les signatures. Donc là, vous pouvez avoir, toutes les signatures sont répertoriées en fonction des contrats. Donc vous pouvez retrouver toutes les signatures qui ont été... par montant. Ouais, par montant. Donc évidemment, il y a Shaggy tout en haut, tout en haut. Il risque d'y être un paquet de temps. Sur 4 ans, ça fait un salaire, je vous laisse calculer combien ça fait par an, mais ça fait beaucoup. Il y a Jaren Jackson juste derrière, Naz Reid, Kyrie qui a prolongé et tout. Donc vous avez tout ça dans un article... récap que vous pouvez trouver ici, hop, sur la homepage de Trash Talk. Tac, vous cliquez, vous êtes dessus tout de suite. Et nous, on va vous travailler ce récap de manière un peu plus personnalisée, avec plutôt des angles par équipe, voire des angles par joueur. Il y a des joueurs dont il faut parler. Donc un petit tour de table, on pourrait dire. Un petit tour de table. Écoute, tu veux qu'on commence par quoi, Simon, à l'Ouest là? Commençons par un petit hors-d'œuvre alors, histoire de se mettre en jambe, tu vois. Je reprends un truc tranquille, quoi. Ouais, les Lakers. Ouais. Moi, je trouve quand même qu'il faut parler des Lakers. Mais ils sont pas si actifs que ça. Hein. On s'attendait pas non plus à ce qu'ils soient. Non, c'est ça. Par rapport à nos attentes, ils sont dans la logique. On savait qu'ils voulaient un grand. Ouais, un pivot. Globalement. Ils en ont pris 2. Puisqu'ils ils viennent, alors on va le faire rétroactivement, ils viennent là au moment où, ils viennent, là c'est ce qui a été le plus frais comme annonce, de re-signer, je crois que c'est 1 an, Jackson Hayes, qui sera le remplaçant, donc a priori, sauf surprise, il sera le remplaçant lui de un joueur que tu connais bien Alex, DeAndre Ayton. Un numéro 1 de draft, qui 2018. a été donc coupé par Portland. Ça, on en avait parlé. Pour mieux être après derrière signé aux Lakers, qui en gros, si les calculs sont bons, le paye en fait 8-9 millions la saison. 16,5 millions pour 2 ans. Ouais, mais comme en fait il a de la thune, moi j'ai compris ça, il y a les 16 millions c'est les Lakers qui le Lakers, il a 16 millions 5 sur 2 ans, donc ça fait 8-9 millions. 8,5 exactement la saison pour DeAndre Ayton. C'est normalement pas cher pour Ayton, même si on connaît ses défauts, parfois il énerve en détermination un peu soft et tout, mais c'est quand même un joueur qui a la taille, a les dimensions athlétiques, a la qualité au rebond. Au rebond, il est sérieux. Il a montré... parfois par intermittence, mais qui pouvait défendre. Oui. Il a un petit shoot dans le périmètre. Tu fais vraiment bien de dire par intermittence. Ayton. En fait, c'est la notion d'effort qui a toujours posé problème avec Ayton. Oui. C'est ça en fait. Oui, de régularité dans l'effort. Ouais. Parce que quand il y est, il y est. Hein. Mais la régularité dans l'effort. Quand il y est pas, il y est pas. Hein. Ah la vache, le salaud. Alors après, moi pour ça, il y a quand même. Je trouve qu'il joue gros Ayton, plus que les Lakers. C'est-à-dire que les Lakers, au pire, si Ayton ça marche pas, ils se débrouilleront. Ils le payent pas trop cher. Voilà. Par contre, Ayton. Après, on va dire la façon dont les Suns, c'est quand même un premier choix de draft. En plus, il y avait tout le background. T'es pris devant Lucas parce que t'es du coin, de l'Arizona et tout, machin. Le transfert, t'es à Portland. Là, à Portland, ils ont quand même dit gros, tu nous saoules. Quoi. Ouais. Gros, on a pris des jeunes et on veut bien que tu t'en ailles. Et on veut surtout pas développer des gens pour que tu sois le mauvais exemple, en fait. Donc, on préfère que tu t'en ailles. On exagère à peine. Si je trouve qu'avec Lucas et LeBron, si Ayton n'arrive pas, entre guillemets, à être au moins, on va dire, tu vois, un peu un truc à la... utile quoi. En plus on sait que Lucas, tu vois ce qu'il a fait de Gafford, Lively, tout, il y a cette connexion. LeBron ça s'est aussi joué avec des pivots et tout. Je trouve qu'Ayton, si ça prend pas, et en plus la pression à LA va être assez grande, je pense qu'assez vite, s'il se permet entre guillemets de glandouiller, qui sort pas de, tu vois, qui se bouge pas quoi, ça peut aller très très vite pour lui parce que comme tu l'as dit, le contrat est
léger en fait, court. les Lakers. Franchement, je pense qu'il joue une partie de sa carrière là maintenant. Quoi. Il a intérêt à réussir aux Lakers. Je suis d'accord. Après, il est un peu moins dans le délire screen and roll vers le cercle. Oui, c'est pas Derek Lively. C'est pas Lively, c'est pas Gafford, c'est différent. Il est un peu moins dans la verticalité, même si Ayton il monte, il peut quand même aller. C'est un peu plus à l'ancienne, un genre de poste, machin. Il est aussi en pop. Il a un vrai petit toucher à mi-distance ou en push-shot ou autour de la ligne de lancer franc. Ayton, pour le coup, je l'ai eu à Phoenix et on l'a vu, genre il rentre des tirs et tout. Donc ça, en pop, autour de mecs comme Doncic évidemment, mais même autour de mecs comme Reeves ou comme LeBron. Ayton est un pivot que tu es obligé de respecter un minimum dans le mid-range un peu élargi. Donc en pick and pop, ça peut créer des espaces pour justement des Luka, des LeBron ou des Austin Reeves qui aiment bien aller chercher du lancer et tout. Côté, du coup, c'est pas inintéressant. Ils ont re-signé Jackson Hayes qui a un profil lui plus vertical et tout. Ouais, pour la peine pogostique quoi. Vraiment, plus pogostique, beaucoup moins technique. Avec beaucoup moins de bagages, beaucoup moins de skills qu'un Ayton, parce qu'Ayton il a des vrais skills. Je suis confiant, il a été numéro 1 de draft et qu'il avait quand même des trucs. Donc bon, entre-temps, on l'avait vu, ils avaient laissé partir, ils n'ont pas eu le choix. Il y a Dorian Finney-Smith qui a décliné sa player option et qui est aux Rockets. On reparlera des Rockets et tout. Entre-temps, ils ont signé Jake LaRavia. Qui était du côté en train de regarder, c'était quoi 12 millions 12 millions 2 ans. 12 millions 2 ans c'est pas cher. Non. Moi, je trouve que LaRavia, c'est un joueur très correct de rotation. LaRavia, c'est un poste 4 3-4. Ouais, 3-4, ok, 3-4. On est d'accord. Donc ça remplace, numériquement, ça remplace Finney-Smith. J'ai bien dit numériquement. Il y a une façon de voir le truc. Ils se sont rajoutés. Jackson Hayes, on verra, mais Ayton et LaRavia, ça joue aux Lakers l'an prochain. Normalement, ça joue avec des temps de jeu conséquents, ça joue. Disons que vu que tu as enlevé Dorian Finney-Smith de ta rotation sur les ailes, si tu pars du principe par exemple que tu vas avoir des titulaires genre LeBron et Rui Hachimura par exemple. Donc tu as Vanderbilt qui vient dans cette rotation et du coup tu as LaRavia assez vite. Ayton, son remplaçant, ce serait plutôt Jackson Hayes. Logique. Et après, dans le backcourt, il y a Doncic, il y a encore Gabe Vincent, il y a évidemment Austin Reeves. Et on verra un peu comment ils vont... Il y a une base de 7-8 là déjà qui ressemble à quelque chose. À donner dans les mains de JJ Redick qui pour sa deuxième année garde un noyau qui lui a été grandement modifié au moment de la trade deadline. On va pas revenir sur le trade de Doncic, mais voilà. Les Lakers, franchise avec de l'ambition. Il y a eu des rumeurs à un moment, tu sais, on a vu Clutchport qui s'est probablement je ne sais pas quel était l'objectif lancé de ces rumeurs en mode LeBron James a bien compris que les Lakers étaient en train de construire sur le long terme, mais lui il est pas sûr qu'il s'inscrive là-dedans, gna gna gna. On verra si ça débouche sur une dinguerie du genre ce serait LeBron est dans un trade. Je rappelle qu'il a une no trade clause, LeBron, comme un autre joueur d'ailleurs dont on reparlera tout à l'heure peut-être dans cette émission. Peut-être. Mais en tout cas voilà où en sont les Lakers. C'était important. Est-ce que si t'es le staff des Lakers, ça te traverse l'esprit de te dire en fait c'est un bon asset, il est vieux et nous on veut vraiment switcher sur Luka. Tu transfères pas un mec comme LeBron James normalement. Moi je pense ça vient pas de toi, je veux dire ça vient pas du club. Je pense que ça te traverse l'esprit. Je pense aussi que LeBron est évidemment avec un très gros salaire, mais qu'il est aussi très rentable en termes de pognon. Je pense que dans la tête des proprios, ça compte. Donc après, il faudra voir. Je vois pas les Lakers disent OK, on trade LeBron. Je n'y crois pas, le mec a tout cas pas contre sa volonté ou pas. En revanche, si ça s'envenime et que LeBron demande à se barrer, mais je sais pas, ça serait déjà fait, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que ça part là pour un an avec cette base. On va voir s'il y a des petites modifications qui viennent. Toi, pour conclure sur les Lakers, si tu devais là encore faire un move et que t'es les Lakers, on a vu des rumeurs du genre ils voulaient Wiggins, tu vois ce genre de rumeurs là. Miami demanderait quand même pas mal pour Wiggins en contrepartie. Miami après faut pas s'étonner pourquoi ils bouffent pas parce que quand ils demandent trop tu vois genre ils sont Wiggins je pense pas que les Lakers vont leur filer Austin Reeves ou Hachimura et des pics. Faut y aller doucement les gars. Il faut matcher les salaires c'est tout quoi pour Wiggins. Mais donc un ajout en plus qui est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraîtrait pertinent en termes d'équilibre, quelque chose qui te paraît évident que ça manque là? Peut-être le backcourt peut-être? Peut-être un mec capable à la fois de jouer off-ball et d'apporter du spacing. Un vrai bon shooter, mais qui soit capable un tout petit peu quand même balle en main de provoquer un petit peu, pas forcément un mec, un all-star tu vois, mais un profil combo guard avec qui puisse tout à fait se foutre dans un coin et regarder LeBron et Lucas jouer comme ça en attendant le ballon pour mettre des 3 points, mais qui de temps en temps sur certaines minutes peut mettre un peu de rythme.
Ok, tu vois, un peu le rôle un peu à la Reeves, mais un autre quoi. Ouais, puis moins fort. Parce qu'ils ont encore le Dalton Knecht. Ce qu'ils aimeraient bien avoir dans l'absolu, à mon avis, avec Gabe Vincent en fait. Ouais, ils ont Knecht qui shoot. C'est vrai, voilà. on a oublié dans l'énumération. Ils ont toujours ça, et ils ont toujours j'étais en train de checker dans la partie un peu forward intérieur, ils ont Maxi Kleber aussi. C'est pour ça, moi je trouve qu'en taille et tout, ça va. Et je considère Lucas de plus en plus comme un joueur capable, enfin au niveau de taille et tout, puisqu'il défend de plus en plus Lucas sur des ailiers en fait. Oui. Donc tu vois, un mec est bon en défense, un petit nerveux en fait. Un sous. Un profil que pas mal de gens veulent. Ouais, c'est pas si simple que ça à pécho. Et toi, tu verrais quoi comme ajout en termes de profil? À titre personnel, j'aurais préféré qu'il chope un autre profil de pivot que Jackson Hayes. Je trouve que renouveler Jackson Hayes... Genre un vrai stretch 5 par exemple. Ouais, par exemple. Genre, je sais à un moment, il y a eu des rumeurs sur Horford. Je trouve qu'il aurait plutôt bien collé, même si c'est vrai qu'il est vieux et qu'il répond plus. Au moins, il propose un profil différent. Mais bon, c'est pas le cas. On verra, on reparlera d'Horford. Pour l'instant, Horford, on sait pas où il va atterrir, s'il reste aux Celtics, où il y a les Warriors sur le dossier, il y a quelques équipes et tout. Il y a eu même des bruits un peu retraite et tout. Bon. Mais bon, on verra. Mais bon, les Lakers... Ouais, les Lakers, on a fait le tour. On a fait le tour. On est bien. Ils ont un pivot. On verra ce qu'ils donnent. Avec quelle équipe tu veux enchaîner? Les Nuggets. Toi. Ah, les Nuggets, moi je trouve que c'est un dossier intéressant. Parce que jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à hier en soirée, c'était la masterclass. Tu m'aurais dit c'est qui parmi les gros gagnants, je t'aurais tout de suite mis les Nuggets. Là, c'est un petit peu atténué avec le cas Valanciunas, on va vous en parler tout de suite. Mais les Nuggets, ça a tradé à la deadline, on était en live pour le commenter. Michael Porter Jr. a fait ses valises pour Brooklyn en échange de Cam Johnson. Et ils ont économisé pas mal de salaire. Ça leur a permis de rentrer sous le second éperon. Ça leur a permis de signer notamment, de faire le trade de Valanciunas, où ils acquièrent le salaire de Valanciunas en échange de Dario Saric. Qui jouait plus, mais du coup c'est une économie de pognon pour Sacramento. C'est pour ça que Sacramento économisait, mais les Nuggets pouvaient se le permettre parce qu'ils venaient de faire le trade gagnant financièrement pour eux et peut-être même sportivement, mais de Cam Johnson contre Michael Porter Jr. Et après il y a ces petits ajouts là, Bruce Brown au minimum vet, Tim Hardaway Jr. au minimum vet. Ah, c'est un minimum vet, Tim Hardaway? Quasiment. Ouais, non, je vais vérifier. Attends, bouge pas, je vais vérifier. Non, ça me surprend parce qu'il aurait pu prétendre à plus, mais c'est un peu. Regarde, il me semble. Attends, bouge pas, je te dis ça. Alex vérifie ça en live. Tac. 2 200 un an, ça ressemble très fort à un minimum vet. Donc voilà, plus. C'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Maintenant arrive l'info Valanciunas. Sauf que le vent a un peu tourné. C'est-à-dire que tu te dis, putain, les mecs, ils ont rajouté Valanciunas en backup de Jokic. Ils ont Bruce Brown qui est un super mec à sortir du banc. En plus, Tim Hardaway Jr. et sa qualité de shoot. Et en fait, ils ont remplacé dans le 5 majeur Michael Porter Jr. par Cam Johnson. Tu te dis, putain, les Nuggets, c'est un masterclass de fou malade. Complètement, sachant que la seule, entre guillemets, perte un peu là-dedans, c'est un pic 2032. Tu te dis qu'a priori, Jokic et tout, bon. Premièrement, puis deuxièmement, tu sais pas, 2032 c'est trop loin. Donc tu as du risque, mais peut-être il y en a. Enfin, en gros. Non, le seul risque c'est que tu sois mauvais à ce moment-là, parce que Jokic sera peut-être plus là et tout, mais ça vaut le coup pour passer à la fois sous l'attaque. C'est quand même sportivement. D'ici 2032, t'as le temps de retrader des pics et tout. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont un meilleur effectif que l'an dernier sur le papier. Moi aussi. On est d'accord. Je pense que les fans de Nuggets dites-nous les fans de Nuggets, mais je pense que. Sauf que là. Valanciunas, Valanciunas, on a appris par différentes sources et tout que lui, en fait, il avait un peu envie d'autre chose, de changer d'air et carrément de rentrer en Europe. Alors on parle du Pana. Où il rejoindrait notamment le Mathias Le Sort. 12 millions sur 3 ans. Ça ferait une sacrée rotation. Un gros contrat proposé par le Pana. Et donc, il a pas envie d'aller à Denver, visiblement. On ne sait pas tout à fait encore, mais il pourrait aller au Pana. Enfin, en tout cas, l'offre est sur la table et il réfléchirait. Il pense très fort, visiblement, aller à Denver jouer le backup de Jokic, ce qui est bizarre parce que pour le coup, Valanciunas, il aurait pu. Enfin, moi, je pensais vraiment. Après, voilà, je suis pas dans sa tête, il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Attention, enfin, je veux dire, il a le droit d'avoir les émotions qu'il veut. Mais moi, je me disais, putain, pour Valanciunas, c'est cool. C'est pas mal parce que c'est un vrai rôle avec du Gordon ou du Cam Johnson, des mecs comme ça autour. Si ça se trouve, t'as une bague au bout, t'es le backup d'un mec, mais tu vas avoir des minutes sur lesquelles on va te filer des ballons dans une équipe qui pratique du basket collectif et donc intelligent. Je voyais bien Valanciunas là-dedans, mais donc visiblement, c'est pas gagné. Non.
Pour que ça se fasse et qu'il a Zopana. Voilà. Vas-y Simon, raconte. En fait, il faut quand même, parce que du coup, ce serait un peu trop facile pour lui. Il est quand même sous contrat. Oui. Il a été échangé, il est sous contrat. Donc, il faudrait qu'il négocie. Alors, je sais pas exactement sous quelles conditions et quels termes, mais qu'il négocie son. C'est pas tout à fait l'équivalent d'un buyout. En tout cas, qu'il casse le contrat avec Denver. Et Denver, à mon sens, veut bien être sympa. Mais ils vont au moins lui dire, écoute gros, il a 2 ans, hein. Il a 2 ans, 10 millions chacun. D'autres signé tout, il reste plus grand chose. Donc soit il y a un bifurquement et par exemple ils arrivent à convaincre Alorford ou je sais pas qui et tout, et là ils vont dire bon allez, ok, Jonas, vas-y, va kiffer en Grèce. Mais sinon, je me demande ce qu'ils vont faire parce qu'en fait, ils ont rien derrière Jokic. Et surtout, il va falloir qu'il lâche de l'argent, Jonas, parce que pour le coup, les Nuggets, donc il a 2 ans à 10 millions chacun sur son contrat encore, Jonas Valanciunas. T'es les Nuggets, il dit ok gars, déjà tu veux pas venir chez nous, fais chier. Tu veux pas jouer, ok, tu veux rentrer en Europe et tout, bon d'accord, très bien, mais en plus là, genre quoi, faut qu'on paye tout. Genre là, il va y avoir une négo. Il va y lâcher des plumes financières. Peut-être qu'il est prêt à le faire d'ailleurs, Jonas Valanciunas, j'en sais rien. Et après, tu as raison, il y a le paramètre sportif où c'est vrai que les Nuggets, genre, s'ils n'ont pas Valanciunas en pivot remplaçant. C'est ça qui est embêtant pour eux parce qu'en fait, il y a le côté. Bon, on n'est que le 4 juillet au moment où on tourne cette vidéo et on parle de ça, mais il y a quand même des joueurs qui auraient pu intéresser les Nuggets comme prise. Ils ont du Daron Hall, qui ont déjà signé. Nagy, mais c'est pas des vrais pivots, je trouve, moi. Non, plus des 4, c'est pas un calibre de vrai backup à la Valanciunas qui est encore montré. Mais c'est ce que je t'ai dit, Alex, quand on a parlé de ça un peu pour se préparer en off. Ça, c'est les Kings. Je pense c'est à cause des Kings, honnêtement, parce qu'en fait il a joué aux Kings, il a dit non, la NBA ça me saoule les gars. On t'envoie à Denver, c'est cool. Non, la NBA ça me saoule. C'est l'effet Sacramento. Ça, je suis persuadé. Donc Denver, ça reste, même si Valanciunas ne veut pas rester, que ça se termine en buy-out, qu'il rentre en Europe, machin, ils se débrouilleront, ils trouveront un pivot, ça sera moins bien, mais ils trouveront un pivot. Ils trouveront un pivot, un backup, ça sera pas terrible, ça se finira en DeAndre Jordan bis ou je sais pas quoi là, tu vois. Oui, ça puis sera tu peux être inventif. De la même manière que Valanciunas va en Europe, peut-être qu'en Europe il y a des pivots à contacter pour dire, ça te dit d'être remplaçant de Jokic en NBA là. Mais ça restera le cas comme l'année dernière, et donc pour moi ils auront quand même amélioré leur effectif parce que pour moi enlever Michael Porter Jr. et Westbrook pour avoir Cam Johnson, Bruce Brown et Tim Hardaway Jr., t'es gagnant. Pour moi, t'es gagnant. Donc vraiment, au moment où on parle, vraiment belle intersaison des Nuggets. On va voir le cas Valanciunas, mais c'est du beau boulot. Il y a moyen d'être optimiste et on verra plus tard quand on fera les previews, mais on va être là, on va faire ok, les Nuggets quand même, en régulière, ils peuvent en gagner un paquet et on va être encore dans le discours, ouh là là, si ça arrive à 100% en playoff, ça va être une équipe très dangereuse. C'est vrai. Très dangereux. Je rappelle quand ils ont été champions en 2023, le 6e homme c'était Bruce Brown. Donc tu lui ajoutes du Tim Hardaway qui est quand même un tricky shooter. Sur le papier, c'est des joueurs qui marchent super bien avec leur basket. Il y a la stat qui est passée, vous avez dû l'avoir sur Twitter. Tim Hardaway, il a je sais plus combien en spot-up à 3 points. Tout le monde avait fait genre Jokic qui se régale, sort de ça c'est ma cam, donnez-moi ça. Et puis les espaces créés par Murray aussi, donc attention, non, bien sûr. Non, c'est vraiment une. Bruce Brown, il a jamais été aussi bon qu'à Denver, sans doute. Non. D'ailleurs, ça lui a permis de signer un gros contrat derrière. Il était bon en net, ceci dit, quand il est. Non, mais c'était un bon basketteur, mais là, il est dans le rôle qui lui convient le mieux, à mon sens. Bah, c'est le Westbrook, il va reprendre le rôle. Espèce de Westbrook où tu sais pas vraiment quel poste il joue, mais il se bat, il fait plein de trucs sur un terrain. Petit poste 4. Ouais, voilà, c'est ça. Presque ça. C'est ça. Donc bon, Denver, bien. Bien, Denver, et il y a le cas Valanciunas à surveiller. Enchaînons par Valanciunas qui nous fait la transition avec les Kings du coup. Bien sûr, les parties des Kings. Parce que c'est pas juste un caprice de ma part, les Kings font un peu l'actu là pour 2 raisons. Il y a des rumeurs autour, vous avez dû le voir, de Jonathan Kuminga en C9 trade et Sacramento aurait fait une offre. Alors vas-y, quel est le contenu de l'offre ? C'est pas exactement, mais parce que justement on la connaît pas, on sait sans doute que les Warriors ont dit que c'est pas assez. Il y a des rumeurs sur Malik Monk, il y a des rumeurs sur peut-être même le rookie Devin Carter, enfin le rookie de l'an dernier, il y a des choses comme ça. Et surtout, il y a dans les infos, là j'ai vu un peu les insiders côté Sacramento et tout, il y a l'idée que si ça se faisait, la proposition était de se greffer, et on sera sans doute en fin de semaine, au move de Schroeder avec Détroit, qui serait en fait un sign and trade. Alors est-ce que ça veut dire que Monk va à Détroit ou est-ce que Monk dans l'offre ? Mais ça aurait été ça la proposition. D'accord. Pour que en gros les Kings récupèrent. Oui, c'est en gros ça. Tu inclurais un sign and trade de Kuminga dans la signature de Schroeder pour tout transformer en un gros trade à 3 où on parlait que les assets envoyés par les Kings oscilleraient entre Monk,
Devin Carter et la trade exception de Werther qui peut être bien utile, qui est encore de 14 millions, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Oui, il y a la trade exception de Werther. Qui pourrait complètement intéresser une équipe comme Détroit à long terme. Tu vois, tu pourrais te mamailler, quoi. Que Détroit te dise, bah ok, au lieu de perdre Schroeder contre rien, nous on veut bien la trade exception. Les Warriors, peut-être qu'un profil comme Monk. Tu vois, il y a un truc. Ça avait l'air très chaud à un moment. Je rappelle ici, là, dans l'article de Trash Talk, contrat de 3 ans pour un total de 45 millions de dollars. C'est ce que Dennis Schroeder a accepté pour venir chez les Kings après une petite réunion en Zoom. Ça nous a fait bien marrer, mais c'est réel. C'est vrai que il y a des gens, après je voudrais bien, donc j'ai capté là, trade à 3, est-ce qu'on met des jeunes, pas des jeunes? Mais ça avait l'air chaud et en fait les Warriors ont l'air de... En gros les Warriors voudraient plus, ça parle peut-être d'un intérêt pour Keegan Murray, pour donner Kuminga. Et je pense quand même honnêtement qu'ils peuvent avoir mieux. Ils peuvent avoir... Enfin en tout cas... Avec Kuminga, je pense que tu peux avoir des choses. Peut-être qu'une équipe comme Miami va se décider à bouger. Enfin, j'en sais rien. Oui, donc, mais le marché, plus ça va, plus il se rétrécit aussi. Ouais, sur c'est ça. Donc on va voir. Là, on est en attente par rapport à ça. Plus ça va, plus il y a des équipes. Enfin, plus ça va, moins il y a d'équipes qui. Parce que les équipes remplissent et tout. J'ai vu aussi des rumeurs Spurs autour du Kuminga. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Mais intéressant. Du coup. C'est quoi? Parce que les Spurs ont des jeunes joueurs dans les ailes. Alors ça voudrait dire que les Spurs y croient plus en Kuminga qu'en tel ou tel joueur qu'ils ont déjà dans leur effectif. En Vassell. J'ai du mal. C'est pas le même poste. Hein. C'est pas le même. Non, mais Kuminga, tu montes à l'aile. Justement, je trouve que Kuminga est peut-être complémentaire. On peut le raisonner comme ça. Kuminga serait peut-être un peu plus complémentaire de ce qu'ils ont. Parce que là, ils sont quand même en mode arrière d'1m90, 2 mètres. Ils ont quand même Keldon Johnson, Jeremy Sohan. Ils en ont quelques ailiers quand même. Ils ont encore Harrison Barnes. Enfin, tu vois, genre, ils ont quand même encore des ailiers. Ouais, non, à voir. Donc bon, à voir. Mais en tout cas. Oui, les Kings, c'est intéressant, ça remet en lumière le cas Kuminga. Moi, j'ai quand même une autre question à te poser. Bon, j'ai vu pas mal de gens critiquer ou pas le sujet du montant de payer à Schroeder. Les 15 millions par an? Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves c'est beaucoup, toi, ou pas? J'ai vu des gens dire c'est beaucoup et j'ai vu d'autres gens dire non, pas du tout. En fait, c'est tout à fait un joueur qui peut valoir ce prix-là en NBA. Non, mais c'est comme tout dans la vie. Les Kings n'ont pas trop le choix que de surpayer un peu. Donc parce qu'il vient pas uniquement pour l'aspect sportif, Dennis Schroeder, s'il vient à Sacramento, il vient un peu pour le pognon. Ouais. C'est tout. Ouais. Donc il faut mettre un petit peu plus que si t'es les Warriors ou les Lakers ou je ne sais qui, autre équipe californienne. Mais je pense pas que ça soit non plus surpayé de ouf, quoi. Schroeder. Ah non, pour un mec qui avait. Quand même. Bah c'est quand même. Il y a de l'expérience, c'est quand même un vrai meneur. Après, est-ce qu'il est titulaire hein. Bah oui, il va être titulaire. Aux Kings, en tout cas l'an prochain, moi j'imagine qu'il va être titulaire. Alors ça, c'est un sujet. Au-delà de la titularisation de Schroeder, moi, c'est un sujet que j'aime pas trop. Là, dans ce que nous proposent ces Kings-là, c'est pour ça que je serais curieux de voir si un sign and trade de Kuminga peut se mettre en place. Parce que sinon, c'est quoi? C'est Schroeder, Lavine, DeRozan, Keegan Murray, Sabonis? C'est ça votre Laisse-moi tranquille, Alex. Majeur? Bah ouais, il n'y a pas de shoot, il y a plein de choses qui vont pas. Il n'y a pas de shoot, t'es vache, mais il n'y a peut-être pas assez de spacing. Ouais, j'avoue, il y a Lavine qui s'est shooté vraiment, quoi. Ouais. À distance. Schroeder, il met dedans, mais quand il n'y a personne autour de lui, enfin, je sais pas comment dire. Il dégaine pas vite. Il dégaine pas vite en plus. Et Keegan Murray peut mettre dedans un peu. Ouais, Keegan, c'est vrai. Mais bon, après, avec un peu de banc, hein, avec des Malik Monk, des Devin Carter, des Keon Ellis, des. Ouais, alors en plus, Keon Ellis. Du coup, il y a Max Reno. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Le rayon de soleil, c'est Maxime Reno. Conférence de presse hier soir. Il est splendide. Il a l'air content d'être là. Il a remis une couche. J'ai déjà bossé avec Thomas. C'est un truc et tout. Ça, je suis ravi. Ça fait plaisir pour le français. Et puis, je peux te dire que pour la fanbase des Kings, c'est notre rayon de soleil là. Je suis d'accord. Surtout que les Kings, c'est un second tour de draft, Maxime Reno, mais ils n'ont pas du tout traîné à lui mettre un contrat garanti sur la table. Oui, il a eu. Il croit en lui. Et donc, je pense que vu l'effectif des Kings et ce qu'ils ont dans la raquette, il va avoir des minutes. Ah, bah, il croit tellement en lui qu'ils lui ont juste mis Drew Banks dans les pattes. Il va le manger matin, midi et soir. Il y a intérêt. De toute façon, s'il mange pas Drew Eubanks, je pense, je te prends, je te mets sur mes épaules. Même nous, on le mange. Drew Banks, c'est le joueur. Enfin bref. Et pour le coup, quand on avait fait notre mock et nos profils de français avec Bastien, moi j'avais dit que je pense que le shoot à 3 points de Max Reno peut se traduire en NBA. Du coup, tu as un big qui vient t'aider au rebond. Alors, on verra la défense et tout, comment il va se faire isoler sur des îles désertes par des arrières tout rapides. Le pauvre Maxime, il doit être prêt à ça. Mais en revanche, dans le jeu offensif que vont proposer les Kings, il peut être le gars que quand il rentre, en fait, le spacing est meilleur. Et je vais même aller plus loin, moi, peut-être j'exagère un peu, mais tu dis quand il rentre, la façon dont il parle. Alors, il ne commencera pas les matchs, attention, mais je pense qu'il faut s'attendre à du double big. Du Sabonis Reno ? Ouais. Pourquoi pas ?
Moi, j'aimerais bien voir ça. Un peu le côté laborantin, mais à voir. Moi, ça me plairait bien parce qu'il a un vrai shoot, Maxime Reynaud, ce qui pourrait être complémentaire avec. Et t'imagines du main à main entre les deux grands là, ça serait rigolo. Ça peut être rigolo. Ouais. Et puis ça peut être des expériences intéressantes. On verra. Écoute, aussi. On sert à rien, donc au moins qu'on soit là pour expérimenter. Non, mais je trouve ça logique. Je trouve ça normal. Et filer du temps de jeu à un Français, c'est cool. Voilà. Je valide. Donc du coup, on est quand même mi-fig mi-kings sur l'intersaison pour l'instant. Ouais, non mais vraiment. Heureusement qu'on en rigole, mais heureusement que c'est même plus un projet flou, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression qu'on vit pour être dans le play-in, enfin les Bulls de l'Ouest, pardon. On en revient toujours à ça, c'est le running gag. Mais du coup, Alex, je te propose, vu qu'on a parlé un peu de makings, parlons de tes Suns. Allez. Alors Suns, il y a des choses à dire. Bien sûr. Au lendemain de la draft, on avait fait tous les deux, on avait parlé un petit peu d'eux dans les bilans et tout, en mode, c'est pas si mal parce que vu de là où ça part. Ressortir de la draft avec Kaman Maluach. Votre draft, elle est super. Avec Kaman Maluach, avec Rashir Fleming au second tour et Kobe Bree qui a quand même un bras et tout machin. Enfin, tu vois, c'était super. Le trade de KD, bien évidemment que les Suns ne sont pas sortis gagnants en termes de joueurs. C'est eux qui ont lâché le meilleur joueur dans le trade de KD, évidemment. Mais au vu des circonstances, on était quand même pas mal dans la fanbase des Suns. Tu avais l'air d'accord aussi, Simon, pour dire bon, c'est pas ouf, mais au moins, t'as Jalen Green, on va essayer de faire démarrer sa carrière. Un Dillon Brooks, c'est un vrai vétéran d'expérience qui défend. Et le pick 10 en Maluach, donc il y avait pas mal de choses intéressantes. Non, moi je trouve que c'est vraiment limiter la casse, voire entre-temps, on a signé le MVP d'Euroleague. Miguel Davis, que moi j'aime particulièrement. C'est un bon basketteur. Ouais, il a gros shooter, mais surtout une espèce de... J'allais dire d'arrogance dans le jeu, je sais pas comment dire, mais un niveau de confiance et de trucs. Moi j'aime bien. Il peut jouer en poste 3 chez vous. Il peut jouer sur les ailes. Hein. Ouais, il jouera un peu, je pense. Il peut jouer avec des Dillon Brooks ou des Ryan Dunn ou des Royce O'Neal. J'y viens à ça. Et là, le sujet, pourquoi on parle un peu des Suns aujourd'hui, parce que tout ça, on avait déjà les infos. Donc tout ça, c'est pas mal. C'est pas, y a pas de quoi sauter au plafond. Je suis pas en train de dire les Suns vont être contender et tout. Je dis juste par rapport à la situation horrible dans laquelle ils étaient il y a 2 semaines. C'est moins morose. On est moins morose. Il nous reste un petit point piquant à gérer. Là, c'est sorti pas mal hier. J'en avais parlé, j'en ai déjà fait pas mal d'allusions autour d'un éventuel buy-out de Bradley Beal. Honnêtement, j'ai vu donc le buy-out de Bradley Beal. Déjà, je vais juste faire un tout petit peu de technique. Aujourd'hui, les règles contractuelles du CBA actuel en NBA t'autorisent à avoir au maximum 23 millions de ce qu'on appelle de dead money. 23 millions par saison. C'est énorme déjà. Hein. Dans des caps, le cap l'année prochaine fait 154 millions. Donc tu as le droit jusqu'à 23 millions de dead money. Les Suns ont déjà coupé récemment Nassir Little et AJ Liddell, des jeunes joueurs. AJ Liddell, vous le connaissez pas. Moi, j'y croyais beaucoup. Malheureusement, il a fait que de se blesser. Ça n'a pas marché. Il est drafté par les Pélicans. Il est arrivé aux Suns, machin. Enfin bref. Et Nassir Little, dans le trade de Ayton qui part avec Nurkic, Portland et tout, ça n'a pas marché. Ils l'ont coupé. C'est pas des gros salaires, mais ça représente déjà 3,8 millions. Donc, les Suns, non plus que dans cette enveloppe de 3,2 millions, c'est un peu technique, mais accrochez-vous, ça va le faire. Il leur reste 19,4 millions. Ouais, jusque-là, je suis. Annuel. Okay. Et si tu prends ce qui reste en salaire de Bradley Beal, il lui reste 2 ans pour 110 millions. 2 ans, tu peux les stretch jusqu'en 5 années. Ouais. Donc 110 divisé par 5, ça fait 22. Ouais. 22, les plus matheux d'entre vous l'auront bien vu, c'est supérieur à 19,4. Donc les Suns aujourd'hui ne peuvent pas couper Bradley Beal en lui disant on va te filer les 110 millions sur 5 ans. Avec les règles, ce n'est pas possible. Le maximum que les Suns peuvent lui filer, c'est donc 19 millions 4 x 5. Ouais. Après, il faudra affiner exactement. C'est autour de 95-97 millions. Donc, pour couper Bradley Beal, il faut qu'il accepte Bradley Beal de perdre 15, 15 minimum, peut-être 20 millions. Pardon, tu sais ce qu'il me fait, c'est que non seulement vous pouvez pas le trader, mais en plus même le couper, ils font son accord. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Bradley Beal, c'est le roi du monde. Honnêtement, c'est le roi de ce monde actuel, Bradley Beal. Mais concrètement, s'il dit non, s'il dit non, vous faites quoi? Vous appelez prud'homme? Comment ça se règle? Je pense que s'il dit non, tu n'as pas le choix, tu payes son salaire, tu peux pas le couper. Et tu fais quoi? Tu lui dis reste à la maison? On ne veut plus te voir au théâtre. Ouais, tu mets des portraits de Bradley Beal à sécu, vous interdisez ça. Si je suis le nouveau coach Jordan Hott, c'est sûr je le mets pas sur la feuille.
Carrément. Ouais, je le mets pas sur non, mais je comprends, dans le sens où si je suis le nouveau coach, je me dis attends. Déjà, ça va être quoi au niveau ambiance? Ça va être bizarre. Donc, j'ai un mec, on lui a dit qu'on voulait le couper. Lui, il veut pas perdre d'argent, ce que je peux comprendre. Mais du coup, il est dans quel état d'esprit? Et vis-à-vis de n'importe quel autre joueur des Suns, les nouveaux qui viennent d'arriver, les Dillon Brooks, les Jalen Green, t'as pris le nouveau Bradley Beal, t'as Jalen Green, tu l'as dit, oh, regarde, c'est toi il y a 10 ans. Les rookies, Kaman Maluach, Rashir Fleming, Kobe Bree, t'as pas envie qu'ils aient ce genre de mentalité autour d'eux dans le vestiaire. Booker, il y a des rumeurs comme quoi ils vont lui filer une grosse prolongation. Compliqué de dire à Booker, il va falloir que tu fasses avec un mec qui veut pas être là, puis on peut pas le couper, tu comprends, on est coincé. Je pense que c'est plus facile de lui dire, écoute, on est coincé, mais du coup sportivement on compte pas sur lui. En fait, c'est pire qu'il veut pas être là. On sait qu'il veut pas être là, mais du coup on peut rien faire. C'est une espèce de situation. Je pense que les Suns vont essayer de négocier avec lui. Il y a déjà des équipes qui se positionnent en mode si Bradley Beal se fait couper, les Warriors sont intéressés, les Lakers sont intéressés. Je pense que d'ailleurs... En fait, en fait, si tu as l'opportunité que si les Suns réussissent à se mettre d'accord avec Bradley Beal et à le couper, et qui devient donc libre... Parce que lui, s'il baisse, il a quand même 19 millions, donc il est payé 19 millions pour jouer genre aux Warriors, quoi. 19 millions, puis les Warriors peuvent lui mettre un minimum vet ou un bout de mid-level. Donc il récupère comme ça la thune que vous lui devez. Donc en fait, ça devient où tu restes chez toi parce que tu gardes ton salaire là, histoire de ou en fait pour la même chose, les 19 millions qu'on te donne parce que certes, tu as accepté un rabais et on va dire Miami par exemple, il compense. En fait, au lieu de rester chez toi à jouer à la play, tu vas jouer à Miami, quoi. Tu vas jouer. Donc il va choisir de jouer à la play, Alex. Je sais pas. On va voir. On va voir de quelle mentalité est Bradley Beal. Ouais. Mais en tout cas, si Bradley Beal devient libre, il va intéresser pas mal d'équipes parce que je rappelle que le problème de Bradley Beal aujourd'hui aux Suns, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire non, c'est mieux de l'avoir, il est encore bon. Il est encore bon. Bon, sans être le niveau All-Star qu'il a eu, mais il est encore bon. Mais il se blesse pas mal. 2, en termes de mentalité de ce qu'il dégage là, je peux comprendre tout à fait que les Suns n'aient pas envie de l'avoir dans le groupe. Je peux comprendre vraiment. Vous, en tout cas, oui. Dans votre groupe, dans votre équipe, j'avoue. Je pense qu'il dégagera un truc bien meilleur ailleurs. Mais effectivement, si tu es une équipe qui récupère Bradley Beal, qui est encore capable de te foutre entre 15 et 17, 20 points à 50% au tir, qui est un arrière. Du coup, tu le payes. Toi, techniquement, tu le payes genre 5 millions. Tu le payes 5 millions, 3 millions, 6 millions à la saison. C'est similaire à ce qu'on disait avec Ayton, quoi. C'est un peu cadeau. C'est pas cher, quoi. Le risque est minime, surtout. Après, ce qui me gêne, je t'avoue, c'est le côté. On a une connerie qui dure encore 2 ans, puisque c'est ça. Bon, alors le montant est astronomique, mais par contre, la durée du contrat, là, actuellement, c'est 2 ans. On risque un peu de la transformer en connerie qu'on paye 5 ans, mais en le stretchant. Bon, par contre, tu passes sous le second épreuve. En fait, le truc, c'est que donc, si tu fais les calculs, donc c'est 53 millions la saison qui arrive, 57 celle d'après, ça fait 110. Si tu arrives à négocier avec lui un stretch, tu lui donnes tout ce qui te reste là, c'est-à-dire 19, presque 19,5, presque 20 millions. Donc toi, mathématiquement, dans ton cap des Suns, sur les 2 prochaines années, tu as plus de 30 millions en moins dans ton cap quand même. Alors oui, tu en as rajouté sur l'année 3, l'année 4, l'année 5, quand même un peu, mais année 1, année 2, c'est-à-dire cette saison et la prochaine, tu passes sous... le minimum, tu passes sous le second éperon en fonction des montants, parce que le montant de Kaman Maluach est déjà, faut regarder la rookie scale est déjà acté, mais en fonction des montants que tu vas vouloir ou non mettre à tes rookies du second tour, parce qu'ils n'ont pas encore signé officiellement Rashir Fleming et Kobe Bree, mais en fonction des montants que tu vas vouloir leur mettre, tu peux même être presque sous le premier éperon. J'ai vu des simulations, ça passe presque où tu es à peine au-dessus. Et du coup, l'avantage, il faut bien le comprendre, c'est que par rapport à des mecs comme Brooks, comme Booker ou comme évidemment Jalen Green, qui sont des joueurs un peu plus référencés, qui ont des choses à jouer et tout machin, qui voudraient bien être un peu entourés, ça veut dire que du coup tu regagnes un peu de flex. Par exemple, tu peux mettre Nick Richards et Grayson Allen dans un trade. Tu peux agréger des joueurs dans un trade. Tu vois, tu peux travailler différemment. Donc à titre personnel, mais après les Suns, voilà, c'est des grands garçons, puis je trouve que là, le début de nouveau management est pas dégueu autour de la draft, donc je demande à voir ce qu'ils vont faire comme choix, mais à titre personnel, je serais pour essayer par tous les moyens de convaincre Bradley Beal et de le cutter, pour se donner de l'air à court terme, même si tu sais qu'à moyen et long terme, tu vas être saoulé d'avoir cette charge, mais tu as le cap qui augmente aussi, donc tu vas avoir une charge qui va représenter un plus petit pourcentage de ton cap chaque année. Donc ça se tente, et ça peut te permettre de... peut-être pas là dès cet été, mais à la deadline, d'être en mode ok, ben nous on a Grayson Allen, on a Royce O'Neal, on a Nick Richards, parce qu'en fait on a vraiment besoin de tel ou tel type de joueur, et on voit que
je sais pas, je dis n'importe quoi, tel joueur qui a un contrat raisonnable n'est plus trop en odeur de sainteté dans son club, et parce que, je sais pas, Herb Jones, il commence à en avoir ras-le-bol du marasme des Pélicans, et ben toi, tu vas voir les Pélicans, tu dis, hey, salut Joe Dumars. Ça, c'est bizarre, Alex, tu cherches un pigeon, tu vas voir les Pélicans. On n'est pas les Hawks, mais on te mettrait bien une petite carotte quand même. Tu vois, genre, je sais mais pas. Si tu veux, pour toi, on met un t-shirt rouge et il n'y a pas de problème, on peut se faire passer pour les Hawks. Je suis pour que ça fait mal, mais je suis pour, faut assumer la situation à fond, et peut-être qu'il faut prendre le risque d'avoir une charge à moyen long terme pour à court terme pouvoir faire des trucs cool. Des petits trucs, tu vas pas renouveler complètement l'effectif, mais au moins te donner la possibilité de choper des occasions. Là, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on sait, dans toute saison NBA, il y a des opportunités à saisir. C'est ça. Alors que là, complètement les Suns bloqué, là, ne peuvent pas saisir d'opportunités. Ça me fait chier. Donc voilà. Mais bon, il y a Bradley Beal, c'est un truc à suivre parce que ça a des répercussions de malade. Imagine Bradley Beal, il accepte et là il débarque aux Warriors, aux Lakers, où j'ai vu. Ouais, il y a plein de bruit là. Les Rockets, ça. Moi je suis les Rockets, j'y attends Bradley Beal, je rajoute ça au minimum 20 ans. Dans ma rotation du bac courte, je sais pas, hein, tu vois, même d'autres équipes, des équipes de l'Est là, moi, on sait qu'à l'Est. Bizarrement. Boston, ça pourrait être une cible vu qu'ils veulent, avec les histoires économiques et tout, là du coup t'as Bradley Beal pas cher. On va parler de l'Est là dans une deuxième vidéo, mais Boston, à l'Est, ça peut être une c'est un peu le marasme. T'as des équipes là qui doivent se dire, genre le Magic ou les Cavs ou des équipes comme ça qui doivent dire, ok, mais moi je vais en finale NBA l'année prochaine. Tu vois? Non, c'est vrai. Donc voilà pour les Suns, on a bien parlé. Non, c'est bien, écoute. Mais du coup, tu parlais d'aller arnaquer une fois de plus les Pelicans. Pourquoi aussi tu dis ça? Parce qu'on a vu passer. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même hilarant. Raconte, je vais sortir le tweet. On a vu passer que pendant la transaction dont on a rigolé ensemble, tous ensemble là, avec Atlanta, où en gros ils donnent le fameux pic, le meilleur pic possible entre le leur, celui des Bucks, enfin bref, un truc qui vaut de l'or. Il y a, voilà, comme on vous l'a tweeté, il y a l'idée que les Pelicans ont reçu un coup de téléphone. Et Atlanta, enfin pas les Pelicans, pardon, leur general manager Joe Dumars, et c'était les Hawks pour être sûr que, genre, t'es bien sûr, on valide, on appuie sur le bouton, c'est bien le pic non protégé qui est dans la transaction. Il n'y a pas une faute de frappe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coquille, il n'y a pas d'erreur, hein, on est bon. Le tweet que je mets sous les yeux, Alex, c'est écrit quoi. The Hawks front office could not believe que les Pélicans incluaient leur pick non protégé, first pick non protégé de l'année prochaine, donc de 2026. Donc ils ont appelé Joe Dumars directement. Even call Joe Dumars directly. Triple check. To triple check. C'est vraiment. T'es vraiment en train de nous filer tout ça. Trois téléphones autour des oreilles de Joe Dumars. Oui. C'est incroyable. Non mais c'est un truc de fou. C'est génial. Un truc de fou. Écoute, c'est que ce genre d'infos sortent. Alors on verra le niveau de véracité et tout, mais nous déjà on était surpris au moment de la draft, on était là genre what the fuck, ils ont lâché le 2026 non protégé, les Pélicans, parce que le pic 2026 des Pélicans non protégés, je crois que c'est avec les Bucks, c'est le moins favorable. C'est probablement celui des Pélicans quand même, parce que là les Pélicans, sauf erreur de ma part, ils sont pas en train de se construire une équipe pour être dans le top 3 de l'Ouest, hein. Après, je peux me tromper. Hein. Donc, ils sont potentiellement en train de se construire une équipe qui va se retrouver un peu... Je sais pas, c'est de quel top 3 je sais pas dans quel top 3 tu es. Voilà. Mais donc, en gros, si ça se trouve, le pic des Pélicans de 2026 l'année prochaine, c'est un top 5-6 de la draft. Ouais. C'est une folie. J'ai vu aussi, très drôle, le compte un peu officiel FR de la franchise, c'est renommé en New Orleans Pigeon. New Orleans Pigeon, très bien. Parce que quand même quoi. Non, écoute, mais on voulait quand même en remettre une couche. Évidemment, c'est le jeu sur les Pelicans. C'est assez fou quoi. Autre chose, alors c'est pas aussi évidemment. Là, on a quelques bullet points pour finir ce grand wrap de l'Ouest. Moi, je voulais voir. Les Warriors font quand même dodo, je trouve. Et la seule, alors il y a le bruit autour de Kuminga, mais je pense qu'ils sont pris par ce dossier Kuminga qui est complexe parce que sign and trade et tout, ça prend du temps. Oui. On va voir, ils vont peut-être bien s'en sortir, ils vont peut-être réussir quand même à trouver. Moi, je pense qu'il y a des équipes. Kuminga, c'est quand même un ailier qui a potentiellement, si tu le regardes, il est très jeune, on oublie, il est encore très jeune, et potentiellement, vu la bête que c'est, tout, si tu le fais, il a un vrai potentiel à terme, hein, je te dis pas, mais c'est un mec qui peut être dans 3-4 ans, c'est presque un All-Star, tu vois, sur le potentiel, très haut choix de draft et tout. Je pense que des équipes vont quand même prendre le risque, donc ils doivent essayer de faire monter gentiment les enchères. Et c'est pour ça, notamment, je pense qu'ils utilisent les Kings, ce genre de choses et tout. Mais entre ça et le fait que le seul bruit qu'il y a autour des Warriors, c'est clairement une potentielle arrivée d'Alorford. Moi, je te disais quand même tout à l'heure, putain, ça va être vieux par contre, les Warriors. Il y a un côté Butler, si ça se fait, tu vois, mais Butler, Horford, Draymond Green, Curry. Après, le problème, c'est que comme ils ont lâché Looney, enfin, Looney est parti.
il faut le remplacer, il faut de la viande dans la raquette. Looney est parti, il a signé aux Pelicans. Mais bien sûr, je suis con. Pelicans, 16 millions, un truc comme ça sur 2 ans. C'est parfaitement complémentaire de Derrick Queen, c'est génial. Il faut reconnaître que là, les Warriors ont un sujet au poste 5. Ils ont Quinton Post, puis ils ont Draymond qui glisse en petit 5, quoi, mais bon, quand même, puis je trouve que c'est... Draymond, ça commence à être un peu plus compliqué. Ouais, après, il a fait une vraie série. Il a fait une vraie série sur Şengün et tout. Ouais, mais concrètement, il y a besoin de rotation. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le choix Horford est intéressant en termes d'expérience. Le mec a montré, il peut encore défendre, il peut rentrer les 3 points. Enfin, il sait faire énormément de choses sur un terrain, mais il a 38 ans. Bah, c'est ça, il y a un moment où ça va commencer à se voir. Donc, ouais, mais après, quels autres choix ils ont ? Non, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que pour eux, et je pense que c'est pour ça que ça prend du temps, il faut vraiment absolument réussir le trade de Kuminga. Sign and trade de Kuminga. Et donc il leur faudrait un pivot dans ce sign and trade là ? Je sais pas. Parce que pour l'instant, c'est pas la tournure que ça semble prendre. Non, je pense qu'il faut vraiment réfléchir en termes meilleure contrepartie possible et après tu vois. Ouais, ok. T'as encore une trade line avant les playoffs de l'an prochain où tu peux éventuellement réajuster s'il faut. Vrai. Je pense que meilleure contrepartie possible en essayant de faire monter le truc, de voir en gestion d'assets, en essayant, on a vu que c'est un peu leur stratégie, si dans les différents sign and trade. Moi, je pense qu'on va le savoir lundi quand en fait tout sera officialisé et tout, et que là, il y aura le sign and trade de Kuminga qui va se greffer quelque part. Peut-être à celui de Schroeder, peut-être à... Mais il faut vraiment réussir ce coup-là pour les Warriors pour relancer un peu la machine. L'arrivée de Jimmy Butler l'an dernier et tout a remis une dynamique. Ah ouais. Mais je trouve qu'il faut encore appuyer sur le truc pour vraiment... Moi, il y a un monde où les Warriors peuvent être encore très compétitifs. Bah bien sûr, attends, on oublie que la série contre les Wolves, Curry se blesse, on sait tous. Et c'est pas pour refaire la série, mais on sait tous que la série aurait été complètement différente et certainement pas autant dominée par les Wolves si Curry avait été à 100%, tu vois. Et donc ils ont montré Curry, Butler, Draymond, plus les jeunes, Moses Moody. Moi j'ai bien aimé, même Kuminga en fait, les entrées, les utilisations. Moi j'aime bien et tout machin. Donc on sait qu'il y a une base et qu'ils peuvent être compétitifs. Hein. Ça j'ai aucun problème là-dessus. Jusque là c'est vrai que ça dort un peu pour l'instant. T'avais d'autres pour finir, d'autres. Ouais, on les a cités. Donc juste, je trouve vraiment l'intersaison des Rockets magnifique également. Un petit garde peut-être ça pourrait pour affiner. Et puis il y a beaucoup de grands, on verra les rotations que va faire Udoka. Les Wolves ont renouvelé Reed et Randle et n'ont pas gardé Nickeil Alexander-Walker qui du coup signe à Atlanta, et ils comptent clairement pas remplacer vraiment Nickeil Alexander-Walker par un transfert, mais clairement avec des mecs qu'ils ont dans l'effectif, du Terrence Shannon Jr., du Jalen Clark, développement interne, un peu de Rob Dillingham qui vient plus sur le poste 1 et tout, mais là ils ont décidé de mettre l'argent sur Reed et Randle et de pas le mettre du coup sur Nickeil Alexander-Walker pour avancer et développer des jeunes. J'aime assez bien. Donc je voulais le signaler. Et après, dans les équipes qui pour l'instant dorment, mais c'est un peu logique aussi, je suis pas si surpris que ça, parce qu'ils ne se sont pas vraiment mis sur Kevin Durant. Les Spurs, mais ils ont deux super rookies. Les Spurs, pardon. J'ai dit Clippers, j'avais compris. Qui dorment aussi un peu les Clippers. Ouais, ils dorment aussi, mais ils ont un bel effectif. Et puis ils n'ont pas ramené un petit Brook Lopez quand même en secret derrière Ivica Zubac. C'est vrai, autant pour moi. Et puis ils ont signé Harden. C'est ça. C'est pas si ils dégueu. laissent partir Ben Simmons. C'est discret. C'est discret, mais c'est pas dégueu. Continuité, on croit en notre projet. Les Spurs, je parle d'eux parce qu'on les a mis dans beaucoup de rumeurs. Ils étaient autour de KD. C'est l'équipe qui a du cap, qui a des jeunes, qui a des pièces à échanger, des assets. Finalement, ils n'ont pas bougé. Ils ont juste drafté 2 super gars. Ah, c'est ça. Dylan Harper, Carter Bryant, c'est magnifique. Mais ce sont des gars à développer. Moi, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus actifs sur le marché free agent. Gershon, on va en parler dans l'autre vidéo, ne sera pas un Spur l'année prochaine. Je me disais, tiens, peut-être que c'est eux qui peuvent se positionner dans le sign and trade de Kuminga. Tiens, peut-être que c'est... Tu vois, à chaque fois, je suis là, je dis, tiens, les Spurs et tout. Mais en fait, non, ils ont l'intention de prendre leur temps, une timeline. Respect à ça, mais du coup, voilà, c'est du rookie et c'est tout pour l'instant. C'est pas du tout pour te contredire, mais moi je trouve qu'ils ont raison. Mais après, c'est un autre débat. Moi je trouve qu'ils ont raison. Je te jure que les dieux du basket aiment vraiment le Fort Alamo ou j'en sais rien, mais là en plus d'avoir drafté Bryant, moi je prendrais le temps tranquillement de au moins voir quelques matchs. Comment dès le début se comporte notamment Dylan Harper, mais même aussi Thomas Bryant, et comment se comporte l'effectif globalement. Tu vois, la synergie que ça dégage avant de prendre le risque de faire le move que tu regrettes. De toute façon, ils ont le temps. Je comprends que ce soit Houston, tu vois, je comprends vraiment que ce soit Houston plus que San Antonio qui s'est dit, nous, on accélère. Ah bah Houston, ils ont accéléré fort. Oui, mais déjà l'an dernier, on l'avait vu avec les Van Vliet, les Dillon Brooks, qu'ils ont fait repartir, mais Udoka et tout. Je trouve que la timeline est un peu plus... Les Spurs, on s'en rend pas compte, mais c'est des enfants encore. Oui, ils sont très jeunes. Honnêtement. Sauf Fox.
Ouais, mais Fox, tu l'as eu comme tu as négocié avec les... Non, mais je veux dire, voilà, c'est ça, leur briscard, c'est Fox, c'est Harrison Barnes. Ouais. C'était les mecs sérieux des Kings, quoi. Voilà, et Vassell qui commence à grandir. Donc moi j'avoue que personnellement je suis pas si sûr que. Mais on l'a vu d'ailleurs que ils étaient sur Durant, ils étaient dans les discussions et à un moment ils ont dit si c'est pour lâcher. En fait, comme vous n'êtes pas les Kings et vous allez pas vous faire avoir, si c'est pour lâcher Soran ou je sais pas quoi, nous on le fait pas. Voilà, on laisse les Rockets lâcher Dillon Brooks tout ça et tout, mais parce que Dillon Brooks il a 30 piges. Oui, et puis parce que les Rockets ont considéré que Kevin Durant, c'était l'upgrade offensive, notamment parce qu'en défense, Kevin Durant, c'est pas rien, mais ils avaient déjà une très grosse défense, mais c'est l'upgrade offensive où on sent que les Rockets se sont dit, putain, si on avait eu Kevin Durant, déjà on aurait tabassé les Warriors, tu vois, et au tour d'après contre les Wolves, on les aurait peut-être regardé bien fort droit dans les yeux aussi, tu vois. Honnêtement, je crois qu'ils voulaient aussi, ils se sont dit ça, quoi. Pardon, mais je pense que ce qu'il voulait aussi, ce qui a motivé le trade, je crois qu'il voulait se débarrasser de Jalen Green. Peut-être aussi, tout à fait. Et en fait, l'un dans l'autre, alors que les Spurs, là, fondamentalement, ne veulent pas forcément. Et puis ils veulent pas forcément se débarrasser d'un joueur. Pas se débarrasser. Alors que les Rockets, c'était en gros, nous, vu qu'on veut plus de Jalen Green, on vous donne entre guillemets que Dillon Brooks et le mec qu'on veut plus pour Durant. Donc évidemment, tu le fais tous les jours, ça. C'est un peu leur cap filler, quoi, Jalen Green. Bah, j'ai l'impression. Non, moi peut-être dernière mention pour finir, et d'ailleurs la bise au poteau de Audi Mavs et tout. Dallas dans l'ombre a consolidé, donc non seulement en re-signant Kyrie, mais qu'on verra beaucoup plus tard, mais ils l'ont re-signé. Un petit Dilo. Et un Dilo pour un salaire, alors pas dérisoire, mais vraiment minimum. 13 millions sur 2 ans, je crois, un truc comme ça, donc c'est pas cher. Alors bon, certes, il est nul en défense, mais en attaque, il peut faire tourner un peu le temps qu'il faut, surtout avec la qualité des joueurs autour de lui. Ils ont confirmé Exum, qui est quand même une garantie, et quand tu mets les choses à plat. Alors certes, Kyrie. Et ils ont drafté Cooper Flag. Ouais, accessoirement. Et ils ont toujours leur ribambelle, leurs 2 pivots, les PJ Washington et tout. Davis, tu sais que là, ils sont même pas obligés de sacrifier entre guillemets un Najee Marshall ou un PJ Washington pour faire venir un porteur de balle. Comme je te l'avais dit aussi, ils croient en Brandon Williams, qui vont garder. Ils ont un effectif. Ils ont un bel effectif. Et tu sais que, alors, l'autre Nico Harrison là, il doit quand même se dire, on parle plus de lui. Tu vois, il est là genre pépousse quoi, tu vois. Ça je voulais un peu on lui en a mis plein la tronche fou. Pendant des mois. Et tu sais que là ils ont un effectif, ils peuvent aller loin. Hein. Bien sûr. Si Cooper Flag est ready assez vite et que Davis, parce que là ils vont pouvoir en plus, ils ont le luxe si ça tourne assez bien à l'Ouest et que ça prend, ils peuvent load manager pas mal. Ouais. En vrai, ils peuvent attendre Kyrie. Honnêtement, tu titularises PJ Washington les jours où Anthony Davis peuvent attendre Kyrie. Et ils peuvent attendre Kyrie, même doucement si Dilo ça prend. Tu vois, ils peuvent même quand Kyrie revient lui dire t'es pas obligé de jouer 40 minutes en back-to-back, tu vois. Tranquille. Et il dit à partir de février, tu joues plus les back-to-back, on va titulariser PJ Washington quand on va à Memphis, là, on enchaîne les Memphis Hornets, là, tu vois. Non, bien sûr. Et arriver frais en playoff, on en reparlera, mais dans l'ombre là, Dallas. Pour peu que les Lakers n'arrivent pas à bien construire autour de Doncic, c'est sûr que Nico Harrison, il va arriver à faire alors, je vous l'avais dit, bah vous voyez, c'est de la merde. Non, mais l'autre, il va fanfaronner. Imagine, rien qu'à la régulière, ça se trouve, ils vont être mieux classés que les Lakers l'an prochain. Bon, oui. C'est pas improbable. Ouais, mais alors que c'est pas improbable. Tu vois, c'est tout à fait envisageable. Je sais pas là, je me suis pas encore plongé là-dedans. Et à l'est, il serait premier. Non, il y a les Cavs à l'est. Oui, non. Il y a les Cavs à l'est. C'est clair qu'on a un peu trop oublié. Je trouve qu'on oublie un peu trop les Cavs quand on parle des discussions de l'est. D'ailleurs, on va switcher. Bon voilà, pour le point de l'ouest. N'hésitez pas si on a dit de la merde ou si vous avez une. Ah bah dites-nous. Hein. Petite précision à apporter, mettez un petit commentaire ou taguez-nous sur Twitter, ça sera un plaisir. Sinon, nous, avec Simon, on vous retrouve dans la prochaine vidéo ou dans des prochaines vidéos très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.